Femmes libres. Femmes qui se libèrent. Femmes qui prennent la parole. Femmes qui témoignent. Femmes qui créent. Femmes qui se révoltent. Femmes qui luttent. C'est Femmes libres sur Radio Libertaire. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire. Debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout. C'est Femmes libres sur Radio Libertaire. Terre de souffrance, terre du Liban, terre de l'Orient moyen, de l'Orient extrême, terre du Salvador et du Chili, terre du Nicaragua et terre d'Uruguay, et vous, terres africaines, taillez-vous de vos chaînes, terre sculptée de noir, rythmant le blues de l'espoir. Bonsoir à toutes et tous. On est le mercredi 15 janvier 2025. C'est la deuxième émission pour cette année qui a débuté, il y a 15 jours. Émission féministe et anarchiste
pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hélène qui est à l'animation. Voilà, et l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30 et on peut nous suivre sur le blog émission-family.blogspot.com. On peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Ainsi, on peut réécouter les émissions et avoir le programme. Alors, pour ce soir, féminicide par compagnon ou ex. Ensuite, la rubrique d'Agnès, accord et acris. Et ça, il s'agira de Naïsam Jalal, flûtiste engagé. Et on découvrira, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, comment cette flûtiste franco-syrienne est vraiment très intéressante. Et puis après, Jacques Tardy et Dominique Grange, à l'occasion de la sortie de la réédition du dernier assaut, ça sera l'occasion d'accueillir ces 2 artistes pacifistes et enragés. Et on terminera par des informations communiquées. Rendez-vous. Féminicide par compagnon ou ex. Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider. Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière de Tunisie, domicile. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son Le père. jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie. Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Du nouveau dans Pakistan. l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Drame Val-de-Marne. familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le Var. Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide. 4, c'est le chiffre recensé dans les médias sur Internet des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France pour l'année 2025. Chiffre à minima. De nombreuses affaires sont non comptabilisées. Elles sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Mais avant de parler de ces 2 nouveaux féminicides par rapport aux 2 autres de la semaine dernière, et c'est pour ça qu'il y a le chiffre de 4, on va parler de 2 autres féminicides qui ont eu lieu, l'un en 2022 et l'autre en 2024. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vendredi 29 juillet 2022 à Lyon, Anita Gachi, 24 ans, enceinte de 5 mois, a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir été brûlée par son compagnon Marouf et Asakail, 31 ans, dans leur appartement situé à Metz, Moselle, le 23 juin 2022. L'homme aurait ensuite fui par une fenêtre en utilisant un drap noué. En fait, c'est une vieille affaire, mais qui n'avait pas été comptabilisée encore en 2022, parce qu'on en découvre on découvre de nouvelles affaires, des fois au moment du procès. 2024, mardi 13 août 2024, au Mans, dans la Sarthe, Emma Benoît, 25 ans, est retrouvée morte dans son appartement. Elle a été tuée par son compagnon, 26 ans, d'un coup à la tête, et a aussi été blessée à l'arme blanche, révélera l'autopsie. Emma a été tuée entre le 30 juillet et le 13 août, date de la découverte de son corps, suite à l'alerte donnée par ses proches, inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles. L'enquête s'est rapidement portée sur l'homme qui partageait sa vie. Encore un féminicide oublié. Et bien sûr, on parlait d'omerta des parquets tout à l'heure.
Alors, on arrive à ceux qui ont eu lieu en janvier 2025. Mardi 7 janvier à Brétigny-sur-Orge, en Essonne. Sandy Pinto, 34 ans, a été tuée par son compagnon Marvin C., 29 ans, à leur domicile. Leur fille, 4 ans, ainsi que leur fils, 7 ans, ainsi que le fils 7 ans du meurtrier ont été témoins du crime. Ils auraient également subi des violences. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue pour meurtre. Il avait déjà été condamné à 3 reprises. Justice complice. Jeudi 9 janvier, à Senon, en Gironde, Nasrine, 41 ans, a été égorgée par son mari, Youssef, 43 ans, à leur domicile. L'homme a appelé lui-même les forces de police 2 heures plus tard pour avouer son crime. Le meurtrier a été arrêté et placé en garde à vue. Une enquête pour meurtre par conjoint est ouverte. C'est bien un féminicide. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide. Accord et à cri, 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 accord et à cri. We want revolution, girls don't. Ouais, 5e épisode d'Accord et à cri. Alors aujourd'hui, nous sautons à pieds joints dans le jazz contemporain, au sens large, on va dire, avec la flûtiste, vocaliste et compositrice franco-syrienne Naïsam Jalal. La musique de Naïsam est vaste, elle est riche, parce que d'abord c'est une voyageuse musicale et spirituelle toujours révoltée. Naïsam Jalal, flûtiste, militante et spirituelle. Accord et à cri, c'est parti. Naïsam Jalal est née de parents syriens et artistes, des parents qui se sont exilés en France après le coup d'État de Hafiz el-Assad. Elle a grandi en banlieue parisienne et elle a commencé à jouer de la flûte quand elle avait 6 ans. Entre le conservatoire, ses rencontres avec des musiciens de tout poil, ses nombreux voyages initiatiques et musicaux au Mali, au Liban où elle a vécu un long moment, je crois quelque chose comme 5 ans, en Égypte ou en Inde où elle était il n'y a pas si longtemps pour travailler sur la musique carnatique au nord de l'Inde. Son répertoire s'est enrichi de toutes les cultures qu'elle a traversées. Naïsam joue de la flûte traversière, du naï, et elle pratique aussi le flûté chanté, une technique qui est issue des peuls africains. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Montreuil à l'heure du déjeuner et c'était un moment très très particulier. En fait, c'était juste après, c'était le surlendemain de la chute inespérée et tant attendue du dictateur syrien et sanguinaire Bachar el-Assad. C'est vertigineux et je dois dire que j'ai pas encore complètement pris la mesure de cette nouvelle. Je suis pleine d'une joie encore incrédule. C'est tellement fou, on y a tellement cru et puis on a été tellement déçus et puis on a fini par plus y croire et par désespérer. Et en fait, la chute de ce régime criminel qui dure depuis 53-54 ans en fait, la chute de ce régime, elle était devenue presque inconcevable en fait, presque inespérée. En fait, pendant 50 ans, la Syrie s'appelait Mamlaket es-Samt. Mamlaket es-Samt, ça veut dire le royaume du silence. Et en 2011, les Syriens, encouragés par les mouvements révolutionnaires arabes
qui se passaient un peu aux quatre coins du monde arabe, ont décidé qu'ils étaient eux aussi en mesure d'exiger la dignité, la liberté, et ils ont brisé ce silence. Ils ont brisé ce silence au prix de leur existence, au prix de leur vie, au prix de leur pays, au prix de tout ce qu'ils avaient de plus cher. Et voilà, quand la révolution a commencé, j'avais 26 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 40. En 2017, il y avait un documentaire qui était sorti auquel tu avais participé, Cyril, le cri étouffé, de Manon Loiseau, sur lequel tu avais fait la musique. Oui, c'est un film qui parle du viol comme arme de guerre et comment en fait, le régime de Bachar el-Assad s'est servi du corps des femmes comme d'un terrain de guerre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que, contrairement à des reportages que j'avais pu voir, des témoignages sur Al Jazeera, où vraiment, là, tu vomis quand tu entends les témoignages des femmes et des sévices sexuels qu'elles ont dû subir, parce qu'en fait, les viols, évidemment, se faisaient à l'aide de sexe masculin, mais se faisaient aussi parfois avec des objets et parfois même avec des animaux. Il y a des femmes qui racontaient qu'on avait inséré des souris dans leur vagin. Si tu veux, la barbarie du régime de Bachar el-Assad, ça va presque au-delà de l'imagination, en fait, tu vois. L'horreur, la barbarie avec laquelle ce type et son régime et les gens qui bossent pour lui ont maltraité, torturé, violé, détruit, démoli les hommes et les femmes syriennes et les enfants pendant toutes ces années, elle est impensable pour les gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe là-bas. Et c'est tellement horrible, si tu veux, que les gens presque n'osent pas en parler. Et ce que j'ai trouvé très beau dans le film de Manon, c'est qu'elle parle de ça, mais avec beaucoup de pudeur. Donc par exemple, ce que je viens de te raconter, elle n'en parle pas. Il n'y a pas de témoignage comme ça, parce que c'est trop. C'est trop. Et donc elle a beaucoup de pudeur, elle a interrogé les femmes. C'est un très beau film que j'invite les gens à voir s'ils ont l'occasion. Il y a beaucoup de témoignages qui sont magnifiques. On se connaît depuis assez longtemps. Je sais que tu as toujours été engagé. Comment cet engagement s'inscrit à l'intérieur de ta musique, d'autant plus que ta musique est principalement instrumentale, Naïsam? En fait, ma musique, elle me sert vraiment à exprimer ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est intimement lié au monde dans lequel on vit, en fait. Parce que je suis une fille d'immigrés, et le racisme me touche profondément dans ma chair. Parce que je suis une femme, le patriarcat me fait du mal chaque jour que Dieu fait. Pour plein de raisons, en fait, qui sont liées à la nature de qui je suis, à mon identité profonde.
le monde me fait mal, le monde me violente. Et la musique, en fait, c'est mon refuge, c'est aussi mon médicament, c'est aussi ma thérapie, c'est l'endroit où je dépose ma peine, où je dépose ma joie aussi, mon émerveillement face aux vivants, face aux ressources des êtres humains pour détourner la violence du monde. Enfin, tu vois, en fait, ma musique, elle me sert vraiment de lieu d'expression de tout ça. Et dans cette mesure-là, en fait, c'est pour cette raison-là que ma musique est engagée. Mais en fait, ma musique, elle n'est pas engagée dans la mesure où je vais développer des théories dans ma musique. Pas du tout. En fait, ma musique, elle est engagée parce que elle transmet des émotions intimes qui sont liées au monde dans lequel on vit, tout simplement. La musique, c'est pas un lieu de réflexion, c'est un lieu d'émotion. La réflexion, je l'ai avant, je l'ai après. Mais la musique, c'est vraiment un endroit où ce que tu ressens s'exprime, sans filtre. Tu n'as plus le filtre des mots. Et donc, ma colère, qui est purement politique, ma colère, elle s'exprime de manière brute dans ma musique. Ma tristesse aussi, ma douleur, ma révolte, toutes ces émotions-là, en fait, qui sont des conséquences directes de ce système capitaliste, ultra-violent, patriarcal, tous les rapports de domination qui sont à l'œuvre dans notre monde, en fait, ils créent d'abord de l'émotion chez nous. Et ensuite, après, on réfléchit à qu'est-ce qui se passe, et on analyse, et on comprend, et on peut développer des pensées, tu vois, radicales ou pas, mais en tout cas en réaction à ce monde. Mais ce qu'on ressent d'abord, c'est de l'émotion. Et la musique, c'est le domaine de l'émotion.
C'est le rituel des collines que nous sommes en train d'écouter. Un extrait du dernier album de Naïsam Jalal, Healing Rituals. Des rituels de guérison imaginaire inspirés des traditions animistes. Naïsam est aujourd'hui à la tête de 4 formations. Les Rhythm of Resistance, les rythmes de la résistance, dont on a écouté un titre en début d'émission. Landscapes of Eternity, les paysages d'éternité, le Naïsam Jalal Trio et Quest of Invisible, la quête de l'invisible, avec le batteur américain Hamid Drake, et enfin Healing Rituals avec Claude Chamichian à la contrebasse, Clément Petit au violoncelle et Zaza Desiderio à la batterie. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes dans tes projets et rarement des femmes, il n'y a que des hommes. Il y a une raison objective ou c'est... Bien sûr, il y a une raison objective. En fait, la raison objective, c'est qu'en France, dans le jazz, on est 5% de musiciennes. Voilà. Donc, en fait, c'est vite vu. Si tu veux travailler avec une femme, c'est parce que tu veux travailler avec une femme. Et si tu veux, par exemple, tu écoutes plein de pianistes, il y a un pianiste ou une pianiste dont la sensibilité va te toucher. Entre, je sais pas moi, 150 pianistes hommes, tu vas en trouver un qui te convient, mais t'as pas 150 pianistes femmes. Donc c'est ça en fait, c'est tout. C'est pour ça que je suis entourée d'hommes, c'est parce qu'on est 5% de meufs dans le jazz en France, tu vois. Et on est un des pays où il y a d'ailleurs, en Europe, quand tu compares par exemple à l'Allemagne, où c'est quand même un peu plus facile d'être une femme jazzwoman qu'en France en tout cas. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a si peu de femmes dans le jazz, Naïsam ? C'est un milieu très, très macho, c'est un milieu très très macho. Bon, ça commence à se calmer un petit peu. Mais moi, il y a encore quelques années, on me disait que je réussissais parce que j'étais une femme. Tu vois ? Donc en fait, quand tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es mauvaise. Et quand tu y arrives, c'est parce que tu es une femme. C'est pas parce que tu es talentueuse, c'est pas parce que tu vois. Et il y a encore quelques années, quand on me disait ça, en plus je le croyais. Ça, c'est la violence de ce milieu. Maintenant, quand on me dit ça, je pars en couille. Maintenant, quand on me dit ça, je sors les statistiques. Je sors les statistiques parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les conservatoires que de garçons. Il y a beaucoup plus de filles. Et au sortir du conservatoire, en fait, les filles disparaissent et il n'y a plus que les garçons. Alors, je pense que c'est lié à plusieurs choses. D'abord, c'est lié au fait qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, quand tu étais une femme dans le jazz, ça faisait rigoler tout le monde. C'était un milieu hyper machiste. On se moquait des femmes, on les humiliait et on considérait qu'elles n'avaient aucune légitimité, aucune valeur. Bon, ça s'est un petit peu calmé. Moi, j'ai eu des moments où on m'a vraiment manqué de respect. Je pense que c'était et parce que j'étais une femme, et parce que j'étais jeune, et parce que j'étais une arabe. Donc voilà, c'est combo gagnant. Donc en fait, il y a tout le milieu, il y a toute la société qui fait que déjà, en tant que femme, t'as pas envie d'aller te frotter à ce milieu-là, parce que c'est trop violent. Et il y a aussi une des conséquences du patriarcat qui fait qu'on ne croit pas nous-mêmes en nous-mêmes. Nous, les femmes, on a beaucoup de mal à croire dans notre valeur et à considérer qu'on puisse être légitime. Alors déjà, le milieu ne nous le fait pas sentir, mais en plus, l'éducation qu'on a reçue fait qu'on s'auto-censure. Ça, c'est une des premières choses. Et une deuxième chose, c'est qu'on a tendance, en tant que femme, du fait de l'éducation qu'on a reçue, à chercher une certaine sécurité dans nos métiers. Et jazzman ou jazzwoman, c'est tout sauf la sécurité. C'est l'inverse absolu, c'est la précarité totale, tu vois. Alors je pense que par exemple, pourquoi il y a beaucoup plus de femmes dans les orchestres classiques ? Déjà parce qu'elles ne sont pas créatrices, elles sont interprètes. Donc ça va bien à la femme de faire la vaisselle, de faire à manger et d'interpréter un discours qui n'est pas le sien. Avec tout le respect que j'ai pour les femmes qui sont interprètes, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es jazzwoman, tu es créatrice, c'est-à-dire que tu es improvisatrice, tu peux être compositrice, tu n'es pas juste, entre guillemets, interprète. Donc déjà, il y a ça. Donc déjà, c'est beaucoup moins acceptable, en fait, dans cette société patriarcale dans laquelle on vit, de céder aux femmes cette place-là, déjà. Et il y a un autre truc, c'est que dans les orchestres classiques, tu es en CDI. Et les meufs, elles ont vachement plus envie d'être en CDI que d'être dans la précarité dans laquelle moi je me suis jetée, en fait, tout simplement, tu vois. Et moi, si j'avais pas eu ma mère qui m'avait soutenue et qui avait cru
qui m'avait dit moi j'ai dû renoncer à ma carrière d'artiste parce qu'il fallait un vrai salaire pour vous nourrir. Et elle est rentrée dans l'enseignement et tout. Elle m'a dit, si moi j'ai renoncé à ma carrière d'artiste, mais toi, il faut pas que tu y renonces. Et elle m'a soutenue, c'est-à-dire que financièrement, j'ai pu habiter chez elle pendant des années, parce que moi, pendant des années, j'étais au RSA, j'ai été intermittente très très tard. Hein. J'ai commencé à gagner ma vie décemment, mais décemment juste, hein, à l'âge de 30 ans. Avant ça, j'étais dans une merde noire financièrement. Je sortais de chez moi, j'avais rien. J'avais ma carte solidarité transport et un paquet de clopes. Enfin, tu vois, j'avais rien. C'est au pouvoir public, mais d'ailleurs ils le font aujourd'hui, d'imposer des quotas de plus en plus et de conditionner l'octroi des aides de subvention au fait qu'il y ait plus de diversité dans les plateaux artistiques. Donc ça c'est très très bien, je pense que c'est très très bien, mais du coup ça donne des arguments aux gens qui disent ouais mais tu vois t'es programmée parce que t'es une meuf pour remplir les quotas, voilà ouais, bah je sais, mais je t'emmerde. Ça devrait pas, on devrait pas avoir besoin de quotas en fait. L'autre jour, il y a une femme qui est productrice qui me disait qu'il y a parfois des organisateurs de concerts qui l'appellent, qui font « Bon, alors qu'est-ce que tu as comme femme à me proposer ?» C'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que tu as comme femme à me proposer ? Mais ça va pas. Mais frère, tu es en train de faire une commande dans une maison de passe ou c'est quoi ton délire quoi ? Mais le fait est que s'il n'y avait pas ces directives du ministère de la Culture, eh ben, ils ne programmeraient jamais de femmes. Parce que pour eux, une femme, c'est une femme. C'est pas une artiste. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on n'est que 5%. Mais il y a aussi un truc que moi, j'ai envie de dire à mes sœurs. C'est si tu veux être musicienne, tu dois pas avoir peur d'être dans la précarité. Parce que le monde, il est comme ça. Et tu as le droit de prendre des risques. Tu as le droit de ne pas correspondre à l'idéal de la jeune fille bien rangée que tes parents t'ont inculqué, dans lesquels ils te rêvent. C'est en train de changer ça, non, quand même ? C'est en train de changer petit à petit. Il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu. Mais ça reste très très compliqué. C'est toujours plus compliqué pour les filles. En plus, ce truc de légitimité, parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous disent « Ouais, mais regarde, mais si on vous accueille, c'est quand même parce qu'on est obligé de le faire. C'est pas parce que vous le méritez. » Non, mais c'est l'enfer. C'est un milieu de merde. Et ça, ce sont les hommes qui disent ça. Oui, puis ils le disent pas comme ça frontalement, mais t'as même des meufs qui disent « Ouais, mais moi je suis contre les quotas parce que je veux qu'on m'accueille comme une artiste et pas comme une femme. » Bah bien sûr, chouchou, mais en tant qu'artiste, tu n'existes pas. Tu es une femme pour eux. Donc en fait, tu n'as que cette solution pour exister. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse, c'est paradoxal. Et c'est pas ce à quoi on aspire. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir exister en dehors d'une obligation. Et en même temps, on constate depuis des décennies qu'en dehors de cette obligation-là, il n'y a pas de possibilité d'exister et de faire rayonner notre musique. Sauf si tu es une chanteuse, en fait. Mais même si tu es une chanteuse, les chanteuses, elles sont... si tu savais à quel mépris les chanteuses doivent faire face... J'ai peut-être autant de blagues sur les chanteuses que de blagues sur les blondes. J'ai tellement de blagues sur les chanteuses. Ah bah laisse tomber. Les chanteuses sont pas musiciennes, elles sont chanteuses. Non, mais c'est déprimant. Non, mais de toute façon, le patriarcat, il est bien là, il nous habite tous, et c'est à nous, jour après jour, de le déconstruire et de faire entendre notre voix. De toute façon, c'est une lutte qui ne fait que commencer, j'ai envie de dire. Et c'est magnifique d'ailleurs. Depuis 2007, Naïsam Jalal a enregistré 9 albums, dont la plupart sont disponibles sur son site internet naïsamjalal.com, naïsamjalal.com. Naïsam travaille en ce moment sur un album où chaque pièce qu'elle a écrite a été composée pour un soufflant, un instrumentiste avant qu'elle aime, dont elle chérit particulièrement le son et l'usage de l'instrument. Et c'est un album qui sortira en mai prochain. Pour les concerts, il y en a 2 qui sont prévus en janvier. Le 25, c'est Healing Rituals, que vous pourrez aller entendre au Crescent Jazz Club à Mâcon. Le 31, les Landscapes of Eternity sur la scène nationale L'Arsenal à Metz. Et le 27 février, rendez-vous à Paris au New Morning.
pour soutenir les femmes syriennes qui risquent d'en avoir encore beaucoup besoin dans l'avenir. Avec les islamistes au pouvoir maintenant, vous pouvez contacter l'ONG Women Now for Development, les femmes maintenant pour le développement, via le site internet women-now.org. Accord et Acri. C'est fini pour aujourd'hui, alors on se quitte et que ce rituel du soleil qui est en train de démarrer là sous ma voix illumine votre soirée et votre année évidemment. Salut! Eh bien, merci Agnès pour ce Accord et Acri. Et maintenant, place à Dominique Grange et Jacques Tardy qui sont avec nous dans le studio. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Et puis, on va parler d'un projet où vous êtes indissociable dans la vie, mais indissociable aussi dans un certain nombre de projets, et en particulier avec votre spectacle Guerre à la guerre, le dernier assaut. Voilà. Putain de guerre. Oui, putain de guerre, c'est vrai, c'est putain de guerre, le dernier assaut. Et vous avez monté ce spectacle avec des musiciens à corps et âme. Voilà. Bienvenue dans cette émission Femmes Libres. Et votre spectacle allie à la fois la projection des dessins de Jacques Tardy et la musique, et puis les chansons et les paroles de Jacques, les chansons de Dominique Grange et les paroles de Jacques qui ponctuent. Alors on va écouter tout à l'heure une partie de ce projet. La première question, vous vivez ensemble depuis des années. Vous n'avez pas fait énormément de projets aussi grandioses que celui-là. Vous en avez fait d'autres?
Non, on n'a pas eu de projet. On a fait plein de... Mais c'est pas un projet, ça c'est... Oui, enfin, projet, déjà... c'est-à-dire, c'est de réalisation, mais oui, ça s'appelle projet aussi. Parce que le spectacle Putain de guerre, on le fait depuis l'anniversaire du centenaire. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, même un peu avant, on a commencé. Donc c'est pas... les projets réalisés, il y en a eu des tas. De scénarii, de bandes dessinées, des choses comme ça. Voilà. Mais en spectacle avec c'est le seul. C'est le seul, c'est ce qui me semblait. Et alors, comment ça s'est construit ? Non, il y a eu un spectacle, il y a eu aussi un spectacle autour de mai 68, à partir des chansons que j'ai écrites dans ces années-là, et on a fait un spectacle qui s'appelle Chacun de vous est concerné, qu'on a fait dans plusieurs... et avec un grand album. Aussi, avec un grand écran, projection des dessins de Tardy, et les chansons, la plupart dont je suis l'autrice, compositrice. Absolument. Voilà. Mais comment s'est construit ce projet-là Enfin, ce projet, je sais pas, j'utilise le terme de projet, on peut dire réalisation, on peut dire spectacle. Voilà, on va dire spectacle comme ça. Le projet 14-18. Oui. Mais ça c'est des trucs, ça remonte à la petite enfance. Voilà, ça remonte au récit de vos grands-parents à tous les deux. Voilà, et puis après, alors je sais pas de quoi elle parlait ma grand-mère. J'avais pas vu d'image, rien du tout. C'est beaucoup plus tard que j'en verrai. Et alors je replacerai ce grand-père là dans les décors, par exemple j'avais réussi à trouver des exemplaires de l'illustration chez mes grands-parents. Bon. Donc, je recasais mon grand-père à la place des poilus qui étaient photographiés. Je ne savais pas à l'époque que ces photographies, en fait, étaient des photos de propagande, que bien souvent elles étaient retouchées, qu'il n'y avait pas un seul cadavre français dans le décor, mais que des Allemands, ça c'est beaucoup plus tard que je vais découvrir ça, et fouiller tout ça, et essayer de parler de cette guerre. Le point de départ, c'est ça, c'est les récits de ma grand-mère, parlant de la guerre de mon grand-père. Le grand-père, je l'ai sous les yeux, lui il ne dit rien. C'est à la fin de sa vie, et puis après, alors ça va continuer avec la guerre de mon père, la captivité et tout le bazar. Donc ça, c'est l'encombrement un petit peu des histoires familiales. Oui. Et Dominique aussi. Je pense que toute notre génération a été, traversée par ces deux guerres. Enfin, nos parents par la première et nous par la seconde et la suite de la seconde. Il y a quand même eu 1 800 000 soldats faits prisonniers au moment de la débâcle, et donc ça représente beaucoup de familles en France, soldats français. Ça a peuplé les stalags, les oflags, mais surtout les stalags. Quand ils sont rentrés, ils étaient mal vus, parce qu'ils étaient les grands perdants de la soi-disant deuxième guerre. Ils étaient tenus pour responsables de la défaite. De la défaite. Donc ils étaient mal vus, Moi je me souviens, quand j'étais petite, mon grand-père se moquait de lui, mon grand-père qui avait fait 14-18, il était étudiant en médecine, donc il avait vraiment eu les mains dans la viande pendant toute la guerre, et il se foutait de la gueule de mon père, en disant « Ah, voilà le grand militaire », alors que mon père rentrait de 4 ans de captivité en Allemagne. Bon, ça c'est quand même des choses qu'on a vécues enfant, qui nous ont énormément marqués, et avec Tardy, on a beaucoup, évidemment, échangé sur les guerres respectives de tous ces gens qui sont nos papas et nos grands-papas. Et ça a donné, moi, René Tardy, prisonnier de guerre au Stalag de B. Mais oui, parce que mon père racontait sa guerre comme ça, mais par morceaux et dans le désordre. Et un jour, je lui ai dit, bon, écris-moi tout ça, écris-moi ça dans l'ordre. Comment ta captivité, comment ça se passait au stalag, etc. Ce qu'il a fait.
il m'a rempli 4 ou 5 cahiers d'écolier, d'une écriture très très fine, etc., en donnant un maximum de précision. Donc je me suis inspiré de ces cahiers pour faire Stalag 2B, c'est-à-dire il y a trois volumes. Bon, j'ai commencé ça, je le regrette toujours, j'ai commencé ça un peu tard parce que mon père est décédé pendant que je faisais ce travail-là, et il y a tout un tas de questions j'aurais aimé lui poser, qui évidemment sont restées sans réponse. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, il en parlait beaucoup. Dès que une information, n'importe quoi, l'amenait sur ce sujet-là, il fonçait. Bon, alors sa vie après la captivité. Il a été envoyé en Allemagne avec les troupes en stationnement. C'était pas des troupes d'occupation, ils étaient en stationnement en Allemagne. Alors là, j'y étais, moi. J'y étais, j'ai vu ça, cette Allemagne qui repartait. Mon père va s'acheter une Volkswagen. Ma mère va s'acheter un réfrigérateur AEG qu'elle fera visiter à ses copines quand elle reviendra en France. Et moi, j'aurai plein de petits jouets, de trains électriques Marklin. Hein. L'économie, c'est reparti, l'Allemagne est repartie, tout ça. Et ça le rendait malade, mon père. Bon, après l'Allemagne, il a vu son nom sur des listes de soldats qu'il voulait envoyer en Indochine. Oh là là. Alors il a dit, bon là ça suffit. Il a quitté l'armée parce que les anciens prisonniers pouvaient par contrat renouveler leur contrat de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Lui, il était en fin de contrat, il a dit, bon, vous vous démerderez sans moi, au revoir. Et voilà comment il a interrompu sa carrière militaire. Du coup, ça nourrit évidemment toute ton œuvre, ça on le sait, ça nourrit les chansons de Dominique aussi. Et dans ce spectacle-là, Putain de guerre, tu as fait un choix de dessin à montrer. Alors d'abord, il faut expliquer que Putain de guerre, j'ai fait ça avec Jean-Pierre Vernet. Oui. Qui est un ami et qui est à l'origine du musée de la Grande Guerre à Meaux. Bon, donc lui intervenait comme documentaliste d'une certaine façon. Les premières planches que j'ai publiées il y a très longtemps dans À suivre, il m'a écrit, on ne se connaissait pas, il m'a écrit en me disant qu'il avait remarqué quelques erreurs de documentation, etc. Donc on s'est rencontrés, et à partir de ce moment-là, on a cessé de travailler ensemble. Et lui, il avait énormément de matériel, il collectionnait tout un tas de trucs, il a passé son enfance sur les champs de bataille, et après on y allait ensemble, on allait sur le terrain pour s'imprégner de l'ambiance, etc. Et donc je disais, le musée de Meaux, il a bataillé pendant très longtemps pour caser sa collection. Le musée est rempli de matériel récupéré, collectionné, acheté, j'en sais rien, par lui. Et quand il allait dans des mairies pour demander s'il y avait un local éventuel pour installer ce musée, on lui disait, mais mon pauvre monsieur, la guerre des tranchées, c'est sale et ça rend con. Et ça, c'est ce qu'on lui disait à la mairie de Paris et dans les différentes administrations. Bon, finalement, c'est à Meaux que ça a pris, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais enfin c'est à Meaux que ça s'est concrétisé. Donc voilà, on allait sur le terrain, tous les deux. C'était absolument nécessaire de patauger dans la boue pour essayer, en étant à des années-lumière de la réalité de cette guerre, mais essayer de l'approcher un petit peu, de percevoir quelque chose. Ça me semblait nécessaire. Bien sûr. Dans le spectacle, alors je reviens au spectacle, vous avez fait tous les deux des choix de projeter les dessins, Dominique de chanter, toi de lire des textes.
comment du coup ça s'est construit avec la musique, parce que là c'est un projet quand même qui est à multifacettes. Il y a à la fois du son, du dessin, voilà, comment ça s'est construit. Et puis la mise en scène aussi, la mise en scène. Oui, ça a commencé d'abord par l'édition, donc de Putain de guerre, l'album, les albums, puisqu'il y en a plusieurs. Et puis ensuite, l'idée de mettre en musique cette horreur de la guerre, cette souffrance, etc. Et moi, ça m'a évidemment beaucoup inspirée, parce que j'étais déjà un peu imprégnée de ça. Et donc j'ai écrit des chansons, puis on en a cherché aussi. On a cherché des chansons de l'époque, il n'y en avait pas tellement. Ou alors il y avait des chansons un peu de grivois, enfin pas des chansons à boire, des trucs un peu cons, qui ne reflétaient pas du tout le discours que nous on avait envie de faire, de mettre en avant, qui était oui, maudite soit la guerre. Donc la rendre vraiment maudite aussi à travers les musiques et les chansons. Alors, à part la chanson de Craon, une chanson de Montéus, une chanson de Sébastien Faure, les autres sont des chansons que j'ai écrites. Au fur et à mesure, et quand Jacques travaillait comme par exemple sur la question des soldats anglais de petite taille, les Bantams, j'ai écrit La complainte des Bantams, c'était parce que c'était tellement inspirant pour moi. Ça a vraiment beaucoup facilité la mise en scène, parce que les chansons collaient avec des morceaux entiers des albums. Mais au début, il n'était pas sur scène, Jacques. Et alors, je trouvais ça dommage, parce qu'il y avait la projection des images, moi je chantais, etc. Ces merveilleux musiciens et copains qui s'appellent le groupe Accords et âmes. Je trouvais qu'il manquait quand même vraiment un élément essentiel. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu es pas sur scène avec nous? Et on a commencé à mettre ça en scène. Il n'y a pas eu d'ailleurs de metteur en scène. Hein. On a fait ça nous tous comme des grands, tous ensemble, collectivement. Toutes les décisions étaient prises. Mais il faut dire aussi qu'on projette les images. Mais bien sûr, c'est ce que je veux dire. Mais le fait de les projeter et qu'elles soient commentées par Tardy avec ce qu'il a écrit, à partir de ce qu'il a écrit dans les albums, ça donne une force extraordinaire. Parce qu'en plus, il a une voix qui passe très bien. Il n'est pas comédien, mais il a une voix, tout le monde dit qu'il a une voix très radiophonique. Enfin bref, ça c'est... On va peut-être écouter quelques morceaux, là, hein? Ben oui. Soldats français sous un soleil de plomb, les pieds dans les champs de blé, la tête au champ d'honneur, la trouille au ventre et la merde au cul. Pourtant, on avait confiance
Dès la porte de Bagnolet, Berlin était déjà tombé entre nos mains. C'était l'occasion de la revanche de 70, puisque les si lourds teutons recommençaient leurs bêtises. Mais cette fois, nous étions prêts. On allait leur faire bouffer leur casque à pointe en cuir bouilli. C'est qu'il en fallait de la viande humaine pour rassasier les appétits insatiables de nos maîtres. C'est qu'il en fallait de la viande pour nourrir les hommes qui allaient mourir les boyaux à l'air, encore remplis de la bidoche chaude et puante des bêtes. C'est qu'il en fallait, c'était fatal, de la viande, puisqu'on avait fait de nous des moutons d'abattoir. Moi, je me sentais bien seul. J'avais eu tort de m'éloigner de la meute, mais c'était dans mon caractère. Je n'avais pas le sens du sacrifice collectif librement consenti. Et c'était bien embêtant de devoir évoluer à découvert, une balle tirée de la gueule d'un méchant Moser manipulé par un sale petit con d'alboche zélé pouvait vous coucher définitivement dans les foins et faire de vous, encore tremblant de trouille une seconde plus tôt, un mort bien inutile. Je n'avais pas le sens des imprudences qui finissent mal. Et dans cet abattoir ensoleillé, l'idée de rentrer à la maison commençait à me trotter dans la tête. Et pourtant, je ferais un très bon mort, évaporé dans la confusion, une sorte de putréfaction anonyme, un disparu. Qui s'inquiéterait d'un ouvrier tourneur aux établissements Biscorne de la rue des Panoyaux, Paris, 20e arrondissement? Après tout, un pauvre, ça crève dans l'indifférence totale. Petit soldat du mois d'août, avec tes grimpants Garance, tu essaies bien de te planquer, mais derrière les coquelicots, il n'y a pas beaucoup de place. Tu faisais ton entrée dans l'histoire, grimé en comique troupier d'opérette, petit mort du mois d'août. Dans les champs d'herbe verte, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. En plein cœur de l'été, ils avaient pris la route, et les voilà tombés. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août. Ils vinrent de toutes parts, Sénégalais, Normands, Corse, Basque, Occitan, Algériens, Savoyards, Auvergnats ou Bretons. Et quoi qu'il leur en coûte, tous ont rejoint le front. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août. L'ouragan des combats, ils n'y survivront pas. La moisson est rentrée et les voilà fauchés. Ils n'auront pas le temps de fêter leurs 20 ans. Les voici enterrés. Petit mort de l'été, petit mort de l'été. Premier mort de la guerre, condamné sans sursis. Petit mort de l'hiver, atroce boucherie. Adieu les fiancés, au village tranquille. Bienvenue aux tranchées. Petits morts inutiles, petits morts inutiles. Cible de premier choix, en pantalon Garance. Il n'imaginait pas de mourir pour la France. La guerre veut son comptant de tripaille et de sang.
jusqu'à la dernière goutte. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août. Dans les champs d'herbes vertes, la guerre était tapie. Sa gueule grande ouverte, et les voilà sans vie. Petit mort du mois d'août, petit mort du mois d'août. Jusqu'à la dernière goutte. Eh ben, c'est prenant, hein, ce que vous racontez tous les deux. C'est une belle chanson. Et je trouve que À corps et âme accompagne vraiment très, 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 très bien. Ah. Comment tu les as rencontrés? Comment je les ai rencontrés? C'est des copains qui nous ont parlé d'eux. Ouais. Et puis, je sais pas. Au début, il y avait un seul musicien qui nous accompagnait avec un pianiste. Oui, exact. souviens-toi. Oui, il y avait juste le contrebassiste Nathanaël, effectivement, et on avait un piano. Mhm. Et puis, je sais plus pourquoi le pianiste n'a pas pu continuer avec nous, et donc il fallait trouver comment compléter ce groupe qui n'en était plus un. Et Nathanaël, donc le bassiste, il y avait son frère Joe qui est guitariste, qui joue aussi du sax, et puis Raphaël qui joue du violon, on entend, qui fait des choses absolument stupéfiantes dans ce morceau. Michael Bido qui est accordéoniste, qui j'oublie, et Raph, non pas Raph, que c'est Franck Chenal, le batteur. Le batteur, ouais. Voilà, donc c'est un groupe qui a beaucoup travaillé, beaucoup sur la musique néo-trad, fait beaucoup de balles trad, donc qui était très branché sur la musique populaire. Et ils se sont complètement passionnés pour cette histoire de dénonciation de la guerre en chanson et en musique. Voilà. Et se sont bien imprégnés de votre travail, hein, je trouve, pour rendre quelque chose de à la fois moderne, parce que il y a des accents musicaux qui sont très modernes, et à la fois donner de l'émotion, quoi. Oui, mais ce sont des virtuoses, hein, vraiment, ce sont des musiciens extraordinaires. On continue de travailler ensemble. Bon, eux, ils font les choses aussi de leur côté. Bien sûr, mais quand on fait un appel en disant hey, on nous demande putain de guerre. D'ailleurs, c'est ce qui va se produire. Là, on va le jouer à Strasbourg le 23 janvier, dans le cadre du festival des bibliothèques idéales. Nous allons faire notre putain de guerre chez les Alsaciens. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on va le présenter à Strasbourg. Et c'est toujours formidable de se retrouver. Bon, mais on est toujours prêt à en faire d'autres. Ouais. Alors, dans ce spectacle Putain de guerre, il y a des chansons dans plusieurs langues aussi. Oui. Hein, parce que la guerre, elle est mondiale. Bah oui, elle est multinationale. Oui, il y a Gorizia, qui est une chanson italienne. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? En anglais, tu chantes? Oui, en anglais, il y a une chanson que j'aime beaucoup. J'ai oublié le titre. Chanson d'Éric Bogle. Oui. Je me souviens. Il y a Happy Birthday. Oui, c'est ça, Happy Birthday Willy. On nous a reproché de ne pas avoir de chansons en allemand. En allemand, oui. On a essayé, mais... Si, on avait trouvé un texte, une chanson de Brecht, sur une musique de Kurt Weill, qui était pas mal, mais bon, c'est un peu long, un peu... On l'a faite en Allemagne, en fait. Je l'ai interprétée en allemand dans le cadre d'un festival de bande dessinée où on a joué le spectacle.
Puis après, on l'a laissé tomber. Puis qu'est-ce qu'il y a encore? Italien, anglais, allemand, je crois que c'est tout. Et français, bah oui, bien sûr. Il n'y a pas tant de chansons que ça de l'époque. Oui, mais ça donne... Non, mais ça donne une dimension mondiale, hein, de chanter dans d'autres langues que simplement le français. Ça, c'est bien sûr, c'est évident. Et alors, l'un comme l'autre, qu'est-ce que ça fait, surtout à Jacques d'ailleurs, d'être sur scène finalement? Parce que d'habitude, tu es derrière ta planche. Éventuellement, et très souvent, tu dédicaces, mais t'es pas sur scène. Oui, c'est pas mon boulot. C'est pas mon boulot. Bon, je me suis laissé prendre à lire ces textes. Bon, voilà, c'est tout. On m'a dit, bon, ça va. Bon, je le fais. Mais c'est vrai que c'est pas mon boulot. Mais j'éprouve quand même un certain plaisir. C'est tes textes, et puis ce sont tes dessins qui sont projetés en même temps. Donc c'est quand même... Ce qui est le plus important, dans la mesure où on projette des dessins, le plus important, c'est d'avoir un écran le plus grand possible. Oui. Genre Laurence d'Arabie. Pour que ça prenne bien toute tout le public, la force pour tout le public. Ça, c'est stimulant. Oui. C'est stimulant, plus les chansons, tout ça. Bon, ok, il n'y a aucun problème, mais je précise que c'est pas mon boulot. C'est pas quelque chose que j'ai cherché. Bon, je me suis laissé prendre au jeu. Alors, une autre question que j'ai envie de... Toi, c'est ton boulot, donc t'es plutôt contente que Jacques soit sur scène. Ça apporte quelque chose de complètement insolite et ça apporte aussi une vérité. Parce que les chansons, il y a toujours un côté, bon, la mélodie, etc. On se laisse prendre, l'émotion, le charme, etc. Mais là, quand on a des images aussi crues que celles qu'il a dessinées de la guerre et qu'il dit ces textes qu'il a écrits aussi, il y a quelque chose il y a une complémentarité avec le reste et on est dans la viande, quoi. On est vraiment dans l'horreur de la guerre pour le simple soldat, pour les femmes aussi qui sont évoquées dans leur rôle sempiternel de travailleuses et de reproductrices, bien entendu, pour faire des petits soldats. Tout ça, ça prend une force avec le texte que la chanson n'apporte pas, enfin, il me semble. Mais moi, j'ai énormément... Je l'écoute, chaque fois qu'on fait le spectacle, j'écoute les textes, et ça me rentre dedans, et ça me pulse pour la chanson qui suit, quoi. Ouais. Et donc, vous alternez comme ça, texte, chanson, et plus la musique, et plus la projection des dessins, ça donne une force importante au message que vous passez. Oui, parce que il y a quand même un problème, c'est que le texte, sans les images, comment est-ce que un lecteur d'aujourd'hui, un jeune lecteur d'aujourd'hui, imagine un poilu dans sa tranchée? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Comment? Est-ce qu'il a vu des photographies? Bon, il se peut qu'il ait vu des films récents, tous plus mauvais les uns que les autres d'ailleurs sur ce sujet-là. Toujours les mêmes pour le 11 novembre. Oui. Alors, comment sans l'image, le lecteur imagine, voit ces pauvres types dans la boue, comment ils étaient fringués, etc. Là, au début, la première chanson qu'on a écoutée, c'est août 14, les fantassins français ont des pantalons rouges, Garance, etc. Rouges, ils sont des cibles dans les champs de blé, dans la luzerne et tout, ce sont des cibles. Bon, après, il va y avoir le fameux bleu horizon qui va les noyer un petit peu dans le... Enfin, c'est pas très convaincant, mais enfin, il paraît que c'était efficace. Bon.
Donc, le problème, c'est comment un lecteur qui n'aurait jamais vu d'images, de photographies concernant cette guerre, comment, à partir de la lecture d'un texte, il va imaginer une tranchée, le décor, voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que pour moi, le dessin a toujours été très important, c'est-à-dire montrer, dire non, c'était pas comme ça, c'était comme ça, en sachant aussi que je suis à des années-lumière de la réalité et que, bon, je suis obligé d'interpréter, je suis obligé de partir de documents, j'ai pas toujours les documents dont j'aurais besoin, et je me débrouille avec ça. Je sais très bien que je suis pas, en un mot, je suis pas dans le coup, parce que c'était bien pire que ça. Bien sûr que c'était pire que ça. Mais les gens sortent très vu très... le nombre de morts, vu le nombre de gueules cassées aussi. Et voilà, c'était bien pire que ça. Oui. Et puis pour survivre avec une mauvaise alimentation dans la boue, voilà. Oui. C'est... Enfin, Pétain avait redonné le moral aux soldats avec le rouge, le quart de rouge. Moi, je voulais juste dire que... Ça l'avait rendu populaire auprès des poilus, hein, ce qui va expliquer la suite. Non, je voulais évoquer l'émotion des gens, des spectateurs qui sortent de voir ce spectacle quand même atypique. Ils sont sous le choc. Vraiment. Certains viennent nous voir, disent tout d'un coup, ils ont vu la guerre de leur grand-père, que ça a mis des images sur des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et il y a des gens qui sortent en pleurant. Enfin, nous, on est très bouleversés par ça, parce qu'on se rend compte que ça touche vraiment de très près, encore aujourd'hui. Peut-être pas nos enfants à nous, les générations des plus jeunes, parce qu'ils en ont pas tant que ça entendu parler, mais les autres, il y a des familles entières qui viennent, qui sortent, en disant ça y est, on a vu comment ça se passait, ils sont très touchés. Alors bon, pour nous c'est important parce que... Oui, parce que l'ignorance c'est terrible, hein. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit mais dans les tranchées, tout ça, quand il pleuvait, on arrêtait la guerre ou quoi? Le jour ou la nuit de Noël. On pataugeait encore plus. Point barre. Ouais. Le spectacle, du coup, vous continuez de le présenter dès que l'occasion se présente. Ben oui, il suffit de nous demander. Ouais. Alors, c'est quand même un spectacle qui a un coût parce qu'on est 8 en tout. Bien sûr. Il y a la projectionniste, qui est en l'occurrence une de nos filles, et puis 5 musiciens et nous 2. Donc c'est quand même un peu lourd surtout quand on va le jouer en province. Bon, il y a les billets de train, il y a l'hôtel, machin, tout ça. C'est pas à la portée de tout le monde, mais on s'est quand même débrouillé toujours parce qu'on est très solidaires dans le groupe. On est toujours arrivé à se débrouiller quand on était demandé, parce que c'est un tel plaisir aussi pour nous de le présenter, que c'est presque une mission. Enfin, c'est encore un discours contre la guerre qu'on n'entend pas beaucoup. On aimerait bien l'entendre en ce moment davantage. Bah oui, parce que après chaque guerre, on dit plus jamais ça. Et puis une guerre en cache une autre. Voilà. Moi, quand j'ai repris mes textes pour en faire un livre, la guerre contre les femmes contre la guerre, je me suis rendu compte qu'il y avait eu 59 conflits en 2023. 59 conflits à l'échelle du monde. On nous parle très peu de ces conflits-là. Le Soudan, voilà, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, mais il faut voir pas aussi beaucoup, hein. Comment on en parle. Là, on commence à parler de la Syrie. Enfin bon, mais il y a des guerres partout. 59 en 2023. C'est l'année du
20e et du 21e siècle où il y en a eu le plus. Ah oui. Hein? Bon. Alors, c'est pas des guerres mondiales comme la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même des conflits qui provoquent évidemment des morts, des blessés, des déplacements. Hein? Les déplacements, on connaissait peu pendant la Première Guerre mondiale, des déplacements. Là, c'est des millions et des millions de personnes qui sont et déplacées. Des orphelins. Des milliers d'orphelins. Et dans les déplacements, il y a beaucoup de femmes. Hein, voilà, c'est aussi une réalité. C'est pour ça que, moi, je suis comme vous. Hein, la guerre, c'est déjà mon 2e livre contre la guerre. Il y a les gueules cassées. Voilà, et puis les gueules cassées. Et les femmes qui se sont retrouvées où on les culpabilisait de ne pas se marier avec des gueules cassées. On les culpabilisait, hein. C'est terrible. Quand on regarde les photos de types qui ont subi quelquefois 10, 12, 15 opérations de la face, hein, seulement la face, où il n'y a plus de mâchoire inférieure, etc. On les cachait, ces gens. Bien sûr. C'est difficile de trancher parce que vraiment ça devait être difficile, même je pense impossible de vivre avec quelqu'un qui était aussi amoché que ceux qu'on voit sur certaines photos. Non seulement ils étaient amochés physiquement, mais psychologiquement Bien aussi, sûr. Parce qu'ils avaient vu l'horreur, ils en avaient réchappé, et ça les marque pour toute leur vie. Non, mais parce que le fait que les femmes les aient quittées des gueules cassées, effectivement, c'est pas gentil pour simplifier, mais ça devait pas être possible de vivre avec certains. Mais les enfants refusaient d'embrasser leur père. Oui, les enfants ne pouvaient plus les regarder. Enfin, c'était terrible. C'est une détestation purement physique. Il y avait la loterie nationale, la loterie des gueules cassées. Des gueules cassées, oui. Pour les aider un tout petit peu financièrement, pour ceux qui ne pouvaient plus retravailler aussi. Hein. C'était ça. Mais si on va aujourd'hui aux Invalides, du côté de Napoléon, là, du tombeau de Napoléon, il y a un quartier de l'hôpital militaire des Invalides, et en été, quand il fait beau, ils les sortent au soleil, des mecs qui ont plus de jambes, qui sont vraiment amochés, on peut les voir, et quand il fait beau, ils les mettent au soleil. Bon. Moi, j'ai travaillé auprès de personnes handicapées, alors j'en sais quelque chose. Et moi, c'était avec des enfants, et c'était des enfants du Cambodge en particulier. J'ai vu des gosses qui avaient perdu leurs pieds, leurs jambes. Voilà. Parce que la guerre, c'est ça. À Gaza, c'est... Les amputations, c'est par milliers. Hein. Oui. Et avec des femmes qui accouchent d'enfants dans les décombres, avec il n'y a plus de toit, il n'y a que de la poussière. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ce que vous évoquiez, enfin, dans Putain de guerre, c'est d'actualité, quoi, aujourd'hui. Vraiment, d'actualité. Alors, on va peut-être réécouter quelque chose. Est-ce qu'il y a une chanson que vous avez envie, là, de... Oui. Oui. Moi, j'aimerais qu'on écoute « Laisse-moi passer Sentinelle », parce que c'est une femme qui parle. Et que c'est une femme qui cherche son compagnon et qui va apprendre qu'il a été condamné à mort dans la nuit. Voilà, c'est le numéro 7. Laisse-moi passer Sentinelle. Donc, évidemment, c'est toi qui l'as écrit, Dominique. Oui. Hein, et il y a quelqu'un qui a fait la musique. Oui, Philippe Mira. Philippe Mira. Exact. Hein, c'est ça. À l'époque, qui était le pianiste avec lequel on travaillait quand on a créé le spectacle. Et je voudrais rajouter que le texte que je lis sur Laisse-moi passer Sentinelle, c'est rien d'autre que le règlement
pour une exécution d'un type qui est condamné à... Pour l'exemple, je lis le règlement. Oui. Et ça suit la chanson. Oui. Laisse-moi passer, sentinelle, écarte-toi. Depuis des jours, suis sans nouvelles d'un soldat, un poilu que j'aime et qui m'aime, et dont je porte en moi l'enfant. Un homme dont je ne sais pas même s'il est mort ou s'il est vivant. Halte la petite, en arrière, on ne passe pas. Ignores-tu donc qu'on est en guerre et qu'on se bat quelque part sous la mitraille? Ton poilu rampe dans la boue. C'est pas le temps des retrouvailles pour les fillettes et leurs piou-piou. Au moins, si tu es honnête homme, écoute-moi. Le père de mon enfant se nomme Paulet François. Tu le connais, j'en suis certaine, car il est de ton régiment. Paulet François, né à Varennes. Sentinelle, est-ce que tu m'entends? Madame, retournez-vous-en d'où vous venez. Nos chefs ont fait de votre amant un condamné pour avoir au jour qui s'achève au carnage opposé la grève. Il sera fusillé demain pour l'exemple au petit matin. Laisse-moi passer, sentinelle, écarte-toi. Depuis des jours, suis sans nouvelles d'un soldat, un poilu que j'aime et qui m'aime, et dont je porte en moi l'enfant. Un homme dont je ne sais pas même s'il est bien celui que tu prétends. On l'attachera au poteau d'exécution. On voudra lui mettre un bandeau. Il dira non, visant le cœur dans la poitrine. 12 hommes le mettront en joue. Mais ce soldat qu'on assassine, c'est un héros qui meurt debout. Laisse-moi passer, sentinelle, et conduis-moi au bout de cette nuit cruelle vers mon François. Soyez cloués au pilori du mensonge et du déshonneur. Bourreau qui lui volait sa vie, boucher qui m'arrachait le cœur. Moi je dirais à notre enfant qui verra le jour au printemps qu'il peut être fier de son père
butin de guerre. À l'aube, un détachement a conduit Paulet au pied d'un mur devant lequel on avait dressé un poteau de bois. On ne fusillait jamais 2 fois à la même place, mais pour lui, ils avaient fait une entorse au règlement, car le poteau avait servi la veille. Ils sont passés devant le front des troupes. Le condamné était encadré par 4 soldats et un sergent. Les tambours battaient au champ, c'était dans le règlement. Le piquet d'exécution sur 2 rangs était composé de 4 sergents, 4 caporaux et 4 soldats dont les armes avaient été chargées avant l'arrivée du soldat condamné. C'était dans le règlement. Un de ceux du conseil de guerre était présent. Il y avait aussi l'aumônier et le greffier qui a lu l'extrait du jugement pendant qu'on attachait Paulet au poteau. Ils ont voulu lui bander les yeux, comme il est écrit dans le règlement. Il a refusé le bandeau. François Paulet ne s'occupait plus du sinistre cérémonial qui se déroulait tout autour de lui. Il ne pensait qu'à Rose et à leur enfant qui allait naître. Il se disait qu'il ne fallait plus fournir cette chair à canon dont étaient si friands les responsables de la tuerie en cours. On l'avait déguisé en tueur et maintenant, on l'assassinait parce qu'il ne voulait plus marcher dans la combine. Il espérait que ce bébé serait une fille pour ne pas porter les armes, ou si c'était un gars, qu'il soit mort-né. Le peloton s'est avancé à 6 mètres du condamné. L'adjudant qui commandait s'est placé à 4 pas sur la droite et 2 pas en avant. Il a levé son sabre. Les 12 hommes ont mis en joue, visant le milieu de la poitrine. C'était dans le règlement. Paulet se demandait si ce qu'on racontait, cette histoire de balle à blanc, c'était de la rigolade ou quoi. L'adjudant a laissé au piquet le temps d'ajuster son tir. « Visez juste, vous ne feriez que prolonger sa souffrance. Feu !» Nous avons assisté sans bouger à la mise à mort de François Paulet, je n'étais pas fier de moi. Un sous-officier a donné le coup de grâce, le canon de son revolver placé au-dessus de l'oreille à 5 cm du crâne. C'était dans le règlement. La troupe a dû défiler devant le cadavre de Paulet. Certains ont murmuré « Mort par la France, on te vengera !» Mais ce qui aurait été épatant, c'est qu'on abatte nos chefs. Très bien, qu'on abatte tous les chefs d'ailleurs. Ouais. Merci on a inversé par rapport au disque et par rapport au spectacle, mais je trouve que c'est très bien aussi comme ça. Alors, peut-être revenir sur... toi, tu dessines toujours des soldats, des petites gens qui n'ont pas de nom, qui sont sans nom, qui sont... voilà, la plèbe, quoi. Pour 14-18. Oui, pour 14-18. Pour 14-18. Oui, non, je ne suis pas dans les états-majors. Je n'évolue pas dans les états-majors. Je suis dans la boue avec ceux qui souffrent, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils défendent, pourquoi ils sont là. Enfin, ce qu'ils défendent, c'est à voir, ça. Mais ils ne sont pas responsables de ce qui est en train de se passer. Donc, ils ne sont pas contents, ils n'ont pas voulu venir. Bon, quand on est coincé dans un merdier pareil, on n'a pas vraiment de choix. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est des gens qui sont pris dans un engrenage comme ça, dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer et qui souffrent. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de ça, parler de l'exploitation de ces gens, et non pas à travers bien sûr des récits historiques et héroïques. Il y en a eu beaucoup après la Première Guerre mondiale, beaucoup de romans qui ont magnifié le poilu. Alors je suis d'accord que le poilu, courageux, etc. était tout à fait formidable, mais il y a beaucoup de romans qui ont quand même un petit peu exagéré pour de simples raisons, c'est que ces livres ont été écrits
tranquillement après la guerre, avec un verre de pastis sur la table, et on mélange ce qu'on a entendu, qu'on s'approprie, etc., etc. Bon, mais le romancier a le droit de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est un livre d'un type qui s'appelait Norton Cru, qui était français. Sa mère était anglaise. Lui, il était ardéchois, ce monsieur. Il a fait toute la guerre du début à la fin, et il passe en revue les Croix de bois, le feu, tous les grands classiques, et il est absolument bestial avec certains auteurs. Par exemple, dans un roman, on parle d'un assaut allemand qui est précédé d'une forte odeur de bière, n'est-ce pas? Bon, c'est de la poésie, ça. C'est de la poésie. Je citerai pas l'auteur. Mais bon, donc c'est intéressant de voir ça. Norton Cru. Et puis il y a un autre auteur aussi qui n'était pas un écrivain. Il s'appelait Barthas, Louis Barthas, tonnelier, qui lui a tenu son journal. Et c'est dans le même esprit. C'est un type, il a fait tout, de 14 à 18, il était sur le terrain, et il parle de ce qu'il a vu, des gendarmes, par exemple. Là, j'en ai parlé dans d'autres bouquins, mais il faut voir que des poilus ont abattu des gendarmes qui empêchaient les soldats d'aller un petit peu plus loin au bistrot du coin, s'il était encore ouvert, pour chercher du pinard, etc. Donc les mecs les ont pendus. Ils ont pendu les cognes aux arbres qui restaient encore d'aplomb. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est une autre guerre, c'est pas celle des romanciers, c'est pas la guerre finalement bien ficelée, et qu'on va garder, et dont on va utiliser certains passages pour des dictées à l'école après dans les années 20-30. Puis il y a les mutineries aussi, dont finalement on parle peu. Ouais. L'Union pacifiste, on a énormément parlé, mais les mutineries... alors moi, quand j'avais fait mon livre sur celle de 14, la situation des femmes pendant la Grande Boucherie, j'avais bien repéré que les mutineries ont été exactement en même temps que les grèves dans les grands magasins à Paris. Et ça aussi, c'est étonnant. C'est-à-dire que il y avait tout le monde en avait marre de la guerre, tout le monde en avait marre des rationnements, voilà, et que c'est en même temps que, alors que dans les courriers, c'est bien noté. Dans les courriers, on n'avait pas trop le droit de raconter la vérité. Entre le fiancé et la fiancée, par exemple, ou le mari et son épouse. On ne pouvait pas se raconter. Eux, ils avaient peur de la censure, mais ils avaient peur aussi de faire mal à leur femme quand elle recevait ça. Voilà. Et puis elle racontait pas non plus ce qu'elle faisait pour pas faire de mal à son conjoint. Voilà. Donc il y a aussi tout ça sur les mutineries. Il y a eu peu de choses quand même décrites, non? Sur les mutineries, oui, effectivement, il y a pas grand-chose. Je pourrais pas citer de mémoire. Il y a Fusillé pour l'exemple. Oui. Le nom de l'auteur. Je me souviens pas non plus. Mais il faut voir que tout ça, il y a une espèce de récupération qui a été faite après, donc il y a des sujets qui n'étaient pas abordés. C'est récent de parler des fusillés, pour exemple. C'est récent. Mais il y a un certain nombre d'organisations qui devant les monuments aux morts, veulent aussi qu'il y ait d'autres noms qui apparaissent, parce que ceux qui étaient fusillés, pour l'exemple, ne sont pas sur les monuments aux morts, à part quelques monuments où
où c'est écrit « Maudite soit la guerre » en particulier. Jean Sioux et d'autres. Hein. Oui. Ouais. Bon, on va... Du coup, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes. C'est des petites gens, mais c'est surtout des hommes. Les femmes, elles sont à l'arrière. Oui, elles labourent. Elles labourent, voilà. Et elles prennent le travail qui est vacant aussi. Il y a une photo, à mon avis, posée, photo de propagande, à mon avis, où on voit une femme dans un champ avec un harnais, comme ça, elle est à la place du cheval. Oui. Elle a tout le matériel avec la charrue derrière. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, si. C'est quand même, je pense que c'est pas une photo, c'est pas pris sur le vif, c'est posé. Mm. Hein. Il y a la charrue, je crois que c'est une petite fille qui tient les trucs de la charrue. Donc ça, oui, c'est le symbole de la femme qui travaille, qui il y a dans les champs. Il y a les obusières aussi. Les obusières. Hein. On va leur demander de dégager le terrain vite fait parce que les mecs rentrent. Ouais. Elles ont très peu de temps pour quitter le boulot. Mm. Elles étaient de toute façon moins bien payées que les hommes, bien évidemment. Mais alors il faut voir aussi que pendant toute la période de la guerre, les femmes conduisaient les bus, les taxis, les tramways. Elles étaient cochères. Elles distribuaient le courrier, etc. etc. Ouais. Puis du jour au lendemain, on leur a dit, allez, tu dégages, tu rentres à la maison et tu vas faire des gosses pour la prochaine. Les lois de 1920 et de 23, voilà, qui interdisaient toute propagande anticonceptionnelle et propagande pour l'avortement. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, je voudrais aussi dire que le dernier album là, du Rififi à Ménilmontant, en ce moment, ça cartonne. Alors, quand à la fin de l'année, dans le métro, Casterman, c'est Casterman ? Oui, c'est ça. Casterman avait bien fait les choses. Il y avait des affiches partout. C'était quand même assez étonnant. Et à la librairie Publico, je peux te dire qu'on en a vendu. Et il a fallu en recommander sans arrêt. Voilà. Eh bien... C'est pas loin du 20e. Et surtout, dans Rififi à Ménilmontant, il y a des personnages qu'on connaît bien, nous. Voilà. Hein, on voit des hautes figures du mouvement libertaire et du mouvement, on va dire, d'extrême gauche. J'en dis pas plus. Je pense que les auditrices et les auditeurs vont vite, s'ils l'ont pas encore acheté, vont y aller aussi. Écoute, je peux pas... Enfin, j'espère, oui, mais c'est à toi de le dire, c'est pas à moi de le dire. Voilà, en tout cas... Merci. Je te remercie de l'avoir dit quand même. Ben, oui, mais c'est parce que je l'ai vu. À la librairie Publico, 145 rue Hamelot, vous pouvez retrouver énormément de BD et de CD de vous deux. Donc, Tardy, le dernier assaut avec Dominique Grange à corps et âme, mais tous les BD d'avant. Le dernier assaut, c'est sur la médecine, en grande partie. Oui. Ce sont des brancardiers, des personnages. Et à la fin, il y a un long passage sur la médecine, sur les greffes, sur la réparation, justement, des gueules cassées. Absolument. Et puis, il y a les CD de Dominique Grange aussi. Donc, voilà. Merci. On va terminer avec la grève des mères que chante Dominique. Chanson de Montéus. Puisque le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons font dans le monde des entailles, couvrant de mort les plaines et les vallons, puisque les hommes sont des sauvages qui renient le mot fraternité, femmes debout,
Femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, mourra dans l'horrible souffrance, te laissant vieille, souvent sans pain. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi tous ces murs, ces barrières? Pourquoi d'éternels réfugiés? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus, pour votre gloire, donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête la fécondité. Déclare la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté. Défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Voilà, on termine avec Jacques Tardy et Dominique Grange. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Voilà. C'est nous autres. C'est nous autres. C'est nous autres. Moi aussi. Moi aussi, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de discuter. On s'enrichit toujours à discuter avec autrui et avec vous particulièrement. Voilà. Merci. Donc Merci, là, on va Hélène. passer à la dernière partie de l'émission avec des informations. Oui. Et donc, je vais commencer peut-être par le concert de soutien à Mayotte, le vendredi 24 janvier à la crypte. Alors, c'est une crypte de l'église Saint-André à Montreuil, 45 rue Voltaire. Il y a Nawal Mlanao, surnommée la Voix des Comores, qui est l'organisatrice et l'hôtesse de la soirée. Elle invite, et là, ça fait écho à ce que Agnès nous disait tout à l'heure, elle invite Naïsam Jalal, la flûtiste dont on a parlé, Chloé Breillot pour le chant, Ninon Valder pour la musique argentine et le jazz, Catherine Braslavski, qui est chanteuse et qui est spécialiste du chant médiéval et des chants traditionnels de la Méditerranée. Et la Rose des Vents, c'est un duo entre justement Catherine Braslavski et puis Nawal. Voilà, donc c'est un concert de soutien, 10 € de participation aux frais, minimum, bien sûr, puisque c'est du soutien. Un repas comorien après le concert, et c'est pareil, c'est 10 € minimum. Et vous pouvez vous inscrire pour venir à art-témoin@nawali.com. Le concert est à 20h jusqu'à 20h15 et ensuite c'est le repas comorien. Voilà, en soutien à Mayotte. Autre information, l'Institut Émilie du Châtelet, le vendredi 31 janvier au CNAM,
donc 292 rue Saint-Martin, et c'est l'amphithéâtre Fabry-Perrault. Arlette Gauthier évoquera les tortures procréatives et résistance des Antilles esclavagistes aux années 2020. La torture reste utilisée sur toutes les plantations esclavagistes, et l'introduction d'un intérêt démographique se traduit par son développement qui vise exclusivement les femmes pour leur faire produire des enfants considérés comme du capital vivant. Alors, de toute façon, les femmes, ou elles font des enfants pour travailler, de la chair à travail, ou elles font des enfants chair à canon. Voilà. Donc ça, c'est Arlette Gauthier qui évoque ça, et ça sera donc le vendredi 31 janvier de 14h à 16h30. Alors, la charte mondiale des femmes pour l'humanité a été adoptée il y a 20 ans, le 10 décembre 2004. Donc, 10 décembre 2024, ça faisait 20 ans. Et ça décrit le monde que les femmes veulent construire. Ce monde repose sur 5 valeurs: l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. La paix dont on a parlé en creux aujourd'hui, mais en tout cas, certes. C'est égalité, liberté, solidarité, justice, paix. C'est quand même 5 valeurs très fortes. Une fois de plus, une autre année s'achève, donc c'était l'année 2024, avec la prolifération de la militarisation et des conflits violents, l'extraction des ressources, l'empoisonnement de la terre et la diminution du bien-être des populations. Bien que beaucoup de choses aient changé dans la façon dont nous vivons, l'exploitation des biens communs, des personnes et de tout être vivant s'est intensifiée. Nous pensons donc, ça c'est la Charte mondiale des femmes pour l'humanité qui le dit, nous pensons donc qu'il est très important de se souvenir de ce qui a été écrit dans la Charte jusqu'à ce que ce monde devienne réalité. Par cette Charte mondiale des femmes pour l'humanité et par les actions à venir, nous réaffirmons qu'un autre monde est possible, un monde rempli d'espoir, de vie, où il fait bon vivre, et nous déclarons notre amour à ce monde, à sa diversité et à sa beauté. Le 1er février, c'est le GAMS qui appelle à se mobiliser contre les mutilations sexuelles féminines en Asie. Alors régulièrement, au mois de février, il y a un certain nombre d'événements contre les mutilations sexuelles féminines. Cette année, c'est l'Asie qui a été choisie, et ça se passera à l'AGK de 14h à 19h, 177 rue de Charonne, avec le mot d'ordre « L'information éclaire, l'action transforme ». Du 15 au 28 janvier, à l'espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel, dans le 5e à Paris, métro Saint-Michel, donc, 2 vies pour l'Algérie et tous les damnés de la terre. C'est un film de Jean Hasselmeyer et Sandrine Malika Charlemagne, consacré à Gilberte et William Sportiste. La séance est à 20h30. Alors, Sandrine Malika Charlemagne, c'est notre compagne qui nous fait un opus poétique chaque mois dans l'émission Femmes Libres. Mais elle est aussi, pour son activité professionnelle, elle est réalisatrice et autrice de poésie. Voilà, donc les vendredis 17 janvier, lundi 20, alors 17 janvier, oui, lundi 20 janvier, jeudi 23 et lundi 27 janvier, après le film, il y a des débats avec les auteurs, avec des historiens et des témoins. Gilberte et William Sportis ont participé à tous les combats pour l'indépendance de l'Algérie. Leur mémoire est un témoignage pour l'histoire. Aujourd'hui, William aura 101 ans.
Et Gilberte nous a quittés peu après le tournage de ce film, à l'âge de 103 ans. Ils ont tout connu de cette époque, le règne du colonialisme, puisqu'ils étaient algériens, la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la création et l'interdiction du Parti communiste algérien, la prison, la torture, avant et après l'indépendance, sans jamais se départir de leur espérance révolutionnaire. Ils ont dû toutefois quitter leur pays, donc l'Algérie, pour la région parisienne en 1994, pendant la décennie noire. Ils étaient déjà âgés de plus de 70 ans. C'était la première fois qu'ils migraient en France, parce que pendant la décennie noire, c'était insupportable aussi. Et ce film leur est consacré. C'est un très très beau film. Je vous invite à le voir. Qu'est-ce que on peut encore dire? La semaine dernière, nous avions Silsé qui était ici dans le studio et qui a prévu donc 2 concerts. Le jeudi 30 janvier à 20h au théâtre Aleph, 30 rue Christophe Colomb à Ivry-sur-Seine, accessible par le métro, la ligne 7, Pierre et Marie Curie, et le samedi 31 à 20h45 à l'espace culturel Robert Doisneau de Meudon, 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Encore un bidas. Eh oui. Alors Silsé, c'est une jeune femme qui chante sur des poésies occitanes, mais qui chante aussi bien en français qu'en italien, qu'en espagnol, quand elle a vécu au Japon, et puis en Scandinavie. Donc c'est quelqu'un qui a une musicalité là dans ses spectacles plutôt occitane. Et je pense qu'on va passer le temps des cerises. Alors, le temps des cerises, c'est pour dire ce qui se passe à la librairie Publico. Mais j'ai oublié une information que je vais donner tout de suite. Le 17 janvier, donc c'est cette semaine, c'est vendredi, on célèbre les 50 ans de la loi sur l'avortement. Cette loi fut une victoire pour le mouvement féministe. Alors, j'ouvre les guillemets. Nous, mouvement féministe, soutenu par des médecins et par une large part de la société, avons lutté, agi, écrit, publié, filmé dans l'illégalité et la légalité avant 75 pour conquérir enfin ce droit fondamental. Ces 50 ans de lutte, le collectif Avortement en Europe, les femmes décident, veut les retracer à travers un événement à Paris, et ça sera à l'auditorium MGEN, 3 Square Max Immense, dans le 15e arrondissement. 50 ans de la loi sur l'avortement, récit d'une conquête historique par celles et ceux qui l'ont gagnée. Et ça me touche d'autant plus que j'ai fait partie du MLAC et que j'ai accompagné donc des femmes qui voulaient avorter. Voilà, donc le 17 janvier, 50 ans de la loi sur l'avortement. Et vous avez entendu que je n'ai pas dit que c'était la loi Veil, mais là, c'est la loi gagnée par les femmes. Et il y avait aussi des hommes, bien sûr. Alors, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris, 11e métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. Je rappelle que la librairie est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h30, donc du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Le vendredi 17 janvier à 19h, Socorrista de Caroline Kim Morange, projection débat. Alors c'est un film que j'avais vu en mai 2023 et on avait fait
une émission de Femmes Libres le 31 mai 2023. Mais là, ça sera présenté par l'émission Remue-Ménage féministe et par l'émission de Caroline Kim. J'ai oublié le nom l'intitulé de l'émission de Caroline. C'est une émission sur Radio Libertaire qui présente régulièrement des documentaires. Le dimanche 19 janvier à 16h, Aline Dian raconte la très véridique histoire d'oncle Louis Le Bagnard, accompagné au bandoneon par Olivier Manoury. Le vendredi 24 janvier à 19h, présentation de Transamance 2025 de Marie-Claire Calmu, qui était notre invitée aussi de la semaine dernière. Et dimanche 26 janvier à 16h, Guillaume tout seul en concert. Alors effectivement, il est tout seul en concert, mais c'est son nom, il s'appelle Guillaume tout seul. Vendredi 31 janvier à 19h, Évangélismo, squat à Héraclion, en Crète. Depuis 2002, il y a des membres de ce collectif qui font une tournée en France. Là, ils vont venir par l'est de la France et ils arrivent à Paris donc le 31 janvier et nous les accueillons à la librairie Publico afin de faire connaître leur lutte dans ce squat crétois. La semaine prochaine, ça sera le mercredi 22 janvier et la tribune libre sera sur, vous avez dit pervers, narcissique, point d'interrogation. On parlera évidemment des violences faites aux individus et particulièrement aux femmes. Et Claudine Schalk et Gérard Da Silva présenteront leur livre pour une approche féministe de la maternité aux éditions Matériologiques. C'est un livre qui est sorti fin 2024. Une analyse psychosociologique du contexte patriarcal dans lequel s'inscrivent la maternité et toutes les activités genrées. Le destin des sages-femmes y croise celui des femmes, portant les stigmates sociaux associés au féminin, mais aussi sur un plan historique, comment le corps féminin a été valorisé durant des millénaires avant d'être réputé impur et dévalorisé par le monothéisme. Or, les femmes ne sauraient être enfermées dans leur nature assignée par le patriarcat. Voilà, Claudine Schalk et Gérard Da Silva, nous les avions déjà reçus, mais là, c'est un nouveau livre, donc pour une approche féministe de la maternité. Ils seront avec nous la semaine prochaine.